Mesdames, Messieurs, bonsoir, un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur BB24, le sommaire. Le curcuma utilisé comme ingrédient est une épice aux multiples vertus préventives comme curatives. Elle est de plus en plus cultivée au Bénin, mais reste peu connue de la population. Les organisations non gouvernementales ont besoin de financement pour leur fonctionnement, mais d'où proviennent ces ressources, les critères et types de financement des ONG dans ce journal. Accessoire incontournable de l'élégance et de la beauté des femmes, les chaussures aux talons. Escarpins, talons aigus ou compensés, la gamme est variée, mais en la matière, beauté ne rime pas avec santé. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires CEP, session de juillet 2018, démarrent demain, lundi 2 juillet, sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 221 752 candidats, dont 103 976 filles. Les candidats sont répartis dans 764 centres d'examen. Le nombre de candidats a connu une baisse de 8,29% par rapport à l'année dernière. La couture, la vitesse et la grimpée sont les 3 disciplines artistiques et sportives tirées au sort pour le compte de cet examen. Nous souhaitons donc une bonne chance à tous les candidats. Espèce exotique, le curcuma se cultive aujourd'hui dans certains jardins de Cotonou. Progressivement, on le retrouve sur certains étalages dans les marchés et supermarchés, mais il n'en demeure pas moins que cette espèce, pourtant si utile, reste inconnue. Dans ce reportage que vous allez suivre, Rodrigue Blondoumé et Estelle Pazou vous proposent de découvrir le curcuma. Il est d'une couleur à faire douter de son caractère consommable. Pourtant, le curcuma est une épice de la famille du gingembre. Originaire de l'Asie, il est parfaitement adapté au climat tropical, ce qui explique d'ailleurs sa culture ici, dans ce jardin. Le curcuma, c'est adapté à nos contextes. Le climat tropical, humide, du coup ça se passe bien. Peu importe le sol, si il y a un sol sableux ou bien un sol argileux, le curcuma se porte très bien. Malgré sa présence sur certains étalages dans les marchés, le curcuma reste inconnu. Plus inconnu encore, ce sont les différents usages qu'on peut en faire. Ça peut être utilisé à la cuisine, en médecine, même en cosmétique. Donc à la cuisine, le curcuma se retrouve dans beaucoup de plats. Ça peut être utilisé pour préparer la sauce, le riz et beaucoup de plats. Seulement voilà, le curcuma n'est pas encore cité dans la gamme des épices consommées au Bénin. Il a bien des atouts pour arriver à s'imposer sur le marché et même d'atterrir dans nos plats. Mais cela passe par quelques conditions. Pour faire entrer cette épice dans l'alimentation, il faut nécessairement que de plus en plus une formation soit donnée, surtout au niveau, n'est-ce pas, des centres culinaires ou des centres de formation où on apprend à faire la cuisine. Il faut que de plus en plus des mets soient réalisés avec le curcuma. Il faudrait aussi que la formation soit donnée aux producteurs pour qu'ils puissent produire davantage le curcuma. Même si on les compte encore sur le bout des doigts, certains Béninois connaissent bien le curcuma. Pour eux, ses vertus et les maladies qu'il guérit sont multiples et variées. La mise en œuvre de leur projet, la construction de leur activité nécessite des frais. Les organisations non gouvernementales, malgré leur ambition et leur rôle humanitaire, ont du mal à obtenir les sources de financement pour atteindre leurs objectifs. Dayou Baguera, responsable d'une ONG, explique les conditions à remplir pour bénéficier d'un financement et les types de financement qui existent. Il est au micro de Assel Dancy et Boris Aïna. Une ONG, pour avoir des financements pour ces projets, peut bénéficier de la subvention de l'État. Elle peut postuler à des appels à projets. Elle peut lancer une campagne de levée de fonds. Elle peut aussi y aller avec les cotisations de ses membres. Il faut déjà se faire enregistrer auprès des services habilités de l'État. Il faut avoir fait 3 années d'exercice et pouvoir fournir le rapport d'activité des 3 ans et le rapport financier de ces 3 années-là
vous constituez le dossier, vous déposez auprès du service habilité de l'État à suivre ce genre de dossier. Et dès que c'est validé, l'État commence par vous appuyer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, nous avons la possibilité d'avoir les financements pour les différents projets que nous avons. Donc, il ne sert à rien de se casser la tête. Mais l'autre conseil aussi que moi je voudrais donner aux gens, c'est que en termes d'apport au niveau du financement, c'est qu'il y a 3 types d'apports. Il y a les apports en nature, il y a les apports en industrie, il y a les apports en numéraire. Les gens se focalisent généralement sur les apports en numéraire, c'est-à-dire l'espèce ou la monnaie électronique. Alors que les apports en industrie et les apports en nature peuvent aussi nous permettre d'exécuter nos projets. L'esthétisme imposé par la mode pousse la gente féminine à faire passer son apparence avant sa santé. Depuis bien longtemps, les chaussures haut talons font partie de la garde-robe des femmes. Cet accessoire de beauté est-elle compatible avec leur santé? Sont-ils sans danger pour le pied? Roland Chidimé répond ici à toutes ces questions. Souci d'élégance ou exigence professionnelle. Voilà quelques raisons pour lesquelles les femmes se sentent souvent obligées de porter des chaussures à talons. Je porte les talons, mais pas tout le temps. Je n'aime pas les chaussures talons, ma fiancée. Je suis en plein talon. Non, je ne suis pas vraiment à l'aise. L'histoire des chaussures à hauts talons remonte au VIe siècle en France. Pour éviter la boue et les saletés, Catherine de Médicis, femme du roi Henri II, aurait fait appel au service d'un cordonnier pour lui confectionner une paire de hauts talons. Depuis lors, elles sont entrées dans les habitudes de plusieurs femmes. Il en existe même de plusieurs types. Nous avons plusieurs sortes de chaussures à talons. Nous avons des talons compensés, des talons effilés. Nous avons des talons simples et nous avons des chaussures compensées même. Les chaussures à talons se différencient des chaussures plates par une hauteur qui modifie la démarche et le pied. La femme, lorsque elle porte les chaussures au talon, c'est-à-dire que le poids du corps n'est plus bien réparti en réalité. Ce n'est pas uniformément réparti comme cela se doit. Le centre de gravité est dévié, le poids du corps a tendance à être projeté vers l'avant et il faut que la femme réajuste sa posture pour pouvoir s'adapter à son nouvel équilibre. La posture habituelle au niveau de la hanche est modifiée. Et cela aussi, ça peut générer des douleurs, des tendinopathies et autres. Maintenant, au niveau de la colonne proprement dite, c'est l'exagération de la cambrure qui va provoquer des douleurs du bas du dos. Les genoux, la hanche et la colonne vertébrale sont entre autres les parties les plus exposées au risque. Nous avons donc les affections qui sont liées aux orteils. On peut avoir soit des déformations. Les déformations dont entre autres ce qu'on appelle l'orteil en marteau. C'est-à-dire c'est l'orteil qui devient crochu. C'est-à-dire que vous s'ancrez dans la chaussure pour pouvoir retrouver son équilibre. Selon le médecin rhumatologue, les risques varient en fonction de la longueur et de la forme des talons. Mais il existe des astuces pour se préserver. Il faut savoir choisir en fonction de sa morphologie. Idéalement, les chaussures recommandées, les talons ne devraient pas dépasser 3-4 cm. Lorsque vous êtes amené à porter des chaussures hauts talons, il faudra trouver des moyens pour fréquemment changer. Les chaussures à talons hauts apportent une touche d'élégance, de glamour et de classe à la femme. En faire un usage modéré serait également bon pour la santé. Au Nigeria, des organismes donateurs multilatéraux ont mobilisé 1,57 milliard de dollars au profit de la Compagnie nationale de transmission pour l'extension de la capacité du réseau électrique de transmission. Selon le directeur exécutif de la TCN, ces fonds seront injectés dans le plan national qui vise à faire passer cette capacité à 20 000 milliwatts au cours des 4 prochaines années. La TCN envisage également d'avoir recours à d'autres services auxiliaires, notamment pour la gestion des excédents de production et des redémarrages à froid.
L'Egyptian Electricity Holding Company envisage de rembourser en décembre prochain la première tranche du prêt qu'elle a contracté auprès des banques allemandes pour la construction de 3 centrales par Siemens. Le prêt s'élève à 4,1 milliards de dollars, soit 85% du financement nécessaire pour la mise en place des centrales de Beni Suef, de Borolos ainsi qu'une centrale dans la nouvelle capitale administrative du pays. Cette première tranche, dont le montant varie entre 100 et 150 millions d'euros, sera versée après que les infrastructures sont toutes entrées dans leur phase d'exploitation commerciale. Elle sera prélevée dans les revenus collectés auprès des compagnies de distribution électrique à travers le pays. Et c'est sur ce reportage que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.